Bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Cette émission est préparée par Mélanie Chalandon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Bertille Bourdon. Elle est réalisée par Vivian Lecuivre et la technique ce matin, c'est Étienne Rouche. C'est le deuxième épisode de notre série consacrée aux répercussions de l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier. Nous en avons parlé hier à l'échelle de la politique et de la société israélienne. Nos invités nous disaient que même les voix les plus pacifistes habituellement soutenaient aujourd'hui la riposte à venir. Nous évoquerons demain les recompositions géopolitiques du Moyen-Orient. Aujourd'hui, les territoires palestiniens, à Gaza et en Cisjordanie, en faisant couler le sang, le Hamas a-t-il fait l'unanimité ? Dans la bande de Gaza, personne n'est jamais en sécurité. Il s'agit de la plus grande prison à ciel ouvert au monde. Sur place, les gens n'ont d'autre choix que de mourir sous les bombardements de F-16 et F-35 ou de mourir en silence de malnutrition. Bien sûr, nous étions contents, parce que nous nous réjouissons toujours quand notre résistance fait quelque chose comme ça. Cela nous remonte le moral. Mais en même temps, notre résistance doit savoir que le peuple vit une tragédie dans une guerre comme celle-là. Nous sommes palestiniens, on se bat pour notre liberté. Pas question de parler du Hamas, mais il est question de notre peuple. Nous devons nous battre contre les occupants, pas faire la paix avec eux. C'est terrible ce qui se passe là-bas, je ne peux pas le décrire. On est là pour être avec Gaza, on est le même peuple. Il y a d'abord eu les manifestations de joie, ces scènes dont on ne peut pas faire comme si elles n'avaient pas existé, scènes de liesse à Gaza ou Ramallah, pendant que déferlaient sur nos écrans les images d'hommes, de femmes et d'enfants tués de sang-froid par des combattants du Hamas. Il y a désormais ces autres images, celles de centaines de milliers d'habitants de la ville de Gaza, entassés dans des camions ou des charrettes pour échapper à la riposte israélienne et se dirigeant vers le sud, voie sans issue puisque l'Égypte a fermé depuis 10 jours le poste frontière de Rafah. L'Égypte qui, comme le Qatar, la Jordanie, la Turquie, exhorte les Palestiniens à rester chez eux, manifestement convaincus que les appels de l'État hébreu à évacuer Gaza sont un piège et qu'ils ne pourront ensuite jamais rentrer. Dans l'enclave de 500 km de long où vivent comme elles le peuvent 2 millions de personnes, la lutte de libération nationale s'est convertie en machine de guerre. L'attaque du 7 octobre semble avoir, au moins dans un premier temps, redonné du crédit au Hamas auprès des Gazaouis. Il en a gagné surtout auprès des Palestiniens de Cisjordanie qui non seulement ne vivent pas au quotidien sous son autorité, mais aussi considèrent que le Fatah de Mahmoud Abbas n'est plus du tout légitime. L'attaque du 7 octobre va-t-elle bousculer cet équilibre précaire des forces qui semblait laisser au Hamas la main mise sur Gaza et à l'autorité palestinienne le pouvoir sur la Cisjordanie ? Comment le Hamas a-t-il pu organiser une telle attaque ? Les Palestiniens lui en veulent-ils de les avoir ainsi mis en danger dans l'immédiat, ou pensent-ils qu'ils n'ont de toute façon plus rien à perdre ? Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Sarah Daoud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en duplex depuis Tours, depuis France Bleu Touraine. Vous êtes docteur en sciences politiques, affilié au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Nous sommes également en liaison duplex avec Antoine Garot. Bonjour. Bonjour. Depuis Montpellier, France Bleu Héros, vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur affilié au laboratoire LIPA à Créteil. C'est le l'IFA, pardon. Ben oui, PEH, laboratoire interdisciplinaire d'études du politique. Anna Arendt, vous en êtes en effet membre associé. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, peut-être pour commencer par l'actualité la plus récente, Sarah Daoud à Gaza, est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de la part d'habitants de Gaza, la ville de Gaza, qui l'ont quitté d'ores et déjà pour se diriger vers le sud de l'enclave à ce jour ? Alors, on parlait du déplacement d'1,1 million de Palestiniens du nord et du centre vers le sud. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on assiste à une évacuation d'une grande ampleur des Palestiniens vers le sud. Pas tous les Palestiniens n'ont toutefois quitté leurs habitations, parce que il y a eu certes cet appel de l'armée israélienne par voie de tract, via des appels téléphoniques, etc., demandant aux Palestiniens de se regrouper dans le sud de la bande de Gaza, mais en parallèle, le Hamas, par la voix notamment de Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique, a
appelait les Palestiniens à rester, à demeurer dans leurs habitations. Ce qui est certain, c'est que le sud de la bande de Gaza, les villes notamment de Khan Younes et de Rafah, ont vu arriver effectivement des milliers de Palestiniens ces derniers jours. C'est des villes qui n'ont pas la capacité d'accueillir autant de personnes, et pour la plupart, donc ces personnes sont aujourd'hui démunies, ça c'est certain, pour la plupart à la rue. L'Égypte a consenti à ouvrir bientôt dans un seul sens le corridor, le passage de Rafah pour l'aide humanitaire, pour que l'aide humanitaire parvienne jusqu'aux Palestiniens du sud de la bande de Gaza, mais pas à l'ouvrir dans l'autre sens, pas à faire sortir les Palestiniens dans le Sinaï. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui est en train de se jouer là ces derniers jours. Effectivement, on peut supposer que le régime égyptien est sous pression pour ouvrir le poste de frontière de Rafah et permettre aux Palestiniens, et pas seulement les étrangers qui se trouvent dans la bande de Gaza, aux Palestiniens de sortir, d'évacuer dans le nord du Sinaï, ce que le régime égyptien refuse catégoriquement jusqu'à présent. Et au contraire, effectivement, ce à quoi il consent, c'est l'ouverture de ce corridor humanitaire, puisque l'aide humanitaire a été concentrée là ces derniers jours dans la ville d'Al-Arish, donc au nord du Sinaï, et est prête effectivement à être acheminée vers la bande de Gaza. L'Europe aussi, l'Union européenne a annoncé hier la mise en place d'un pont aérien humanitaire avec Gaza. Alors vous le disiez, Sarah Daoud, pour l'instant le Hamas exhorte les Palestiniens de la ville de Gaza à rester chez eux. Pourquoi ? Sachant que les combattants du Hamas se cachent dans les maisons, dans les écoles, les hôpitaux, les mosquées. On parle de 40 000 combattants du Hamas retranchés à Gaza. Ils savent que la riposte israélienne sera nécessairement massive si telle est la stratégie du Hamas que de dire aux Palestiniens de rester chez eux. Comment expliquer cette stratégie-là ? Effectivement, et l'attaque en elle-même est une prise d'otage massive de toute une population par le Hamas, puisque le Hamas ne pouvait pas, en attaquant, savait bien évidemment que la riposte israélienne serait dévastatrice. Là, actuellement, effectivement, ce que le Hamas craint, c'est que si jamais le poste de frontière de Rafah, quoi qu'on en dise, est ouvert, les Palestiniens sortiront, puisque on peut pas penser que la majorité des Palestiniens va demeurer dans la bande de Gaza et quitte à perdre la vie. Et ça me permet de réagir par rapport à la réaction plus largement des Gazaouis au moment de l'attaque. Il y a eu effectivement, et vous le rappeliez en introduction, un soutien à la résistance de la plupart des Palestiniens dans la bande de Gaza, mais c'est toujours le cas en fait lors d'une offensive. C'est un soutien à la résistance face à Israël, bien plus qu'une adhésion idéologique ou partisane au Hamas. Mais là, actuellement, les habitants de la bande de Gaza veulent survivre, tout simplement. Donc, ils sortiront s'ils en ont la possibilité. Est-ce qu'on en sait davantage aujourd'hui, Sarah Daoud, à 10 jours du 7 octobre, de la façon dont les choses se sont déroulées, s'il y a eu coordination entre la branche armée du Hamas et sa branche politique? Et est-ce qu'il faut nécessairement faire la distinction entre les deux? Alors, la branche politique du Hamas, les cadres politiques du Hamas se trouvent pour la plupart en exil et non pas dans la bande de Gaza. Pourquoi d'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi est-ce qu'ils sont en exil puisqu'ils ont le pouvoir à Gaza? Pourquoi ils vivent pas à Gaza? Alors, parce que donc effectivement, le Hamas a gagné les élections législatives en 2006, mais la plupart des cadres en fait avaient leur siège en Syrie et au Caire en partie, mais au moment des soulèvements et des révolutions dans les mondes arabes et musulmans, ils ont été contraints de quitter leur siège et ont trouvé refuge au Qatar, en Turquie, au Liban. Et par ailleurs, ils ne peuvent pas, enfin, Israël refuse, et l'Égypte également, le retour de ces cadres dans la bande de Gaza. Donc, ils se trouvent pour la plupart en exil. Même le chef du bureau politique, Ismaël Haniyeh, qui a quitté la bande de Gaza en décembre 2019, n'y est jamais retourné juste depuis. Donc, il reste pour l'instant Yahya Sinwar, qui est à la tête du mouvement, qui se trouve encore dans la bande de Gaza. Et surtout, c'est la branche armée du Hamas qui est implantée, ancrée dans la bande de Gaza. La branche armée, ce sont les brigades Ezzedine Al-Qassam de Mohamed Deif, qui aurait, dans une vidéo, ainsi qu'Ismaël Haniyeh, directeur du bureau politique, aurait appelé les combattants du Hamas à épargner les femmes et les enfants. Est-ce que vous avez eu vent de ces vidéos? Est-ce que vous les avez vues? Est-ce qu'on sait si cette consigne a été donnée?
Oui, effectivement, j'ai entendu, j'ai vu ces vidéos. Hier encore, le porte-parole militaire du Hamas, Abu Obeida, qui poste ponctuellement des vidéos et prend la parole ponctuellement aussi pour donner un peu un état des lieux de la situation, disait hier qu'ils étaient prêts à libérer les otages étrangers. Et que par ailleurs, ces otages ont été bien traités par le Hamas. Le Hamas s'est exprimé aussi à plusieurs reprises sur le fait que la cible n'était pas des civils, ni des femmes, ni des enfants. Donc ils essayent, à mon avis, face aussi au déferlement médiatique auquel on assiste, et ils essayent aussi de contrebalancer pour pouvoir aussi permettre de revenir éventuellement prochainement à la table des négociations. Donc il faudra voir si certains de ces discours ou vidéos avaient été faits avant l'attaque du 7 octobre, et donc ce qui voudrait dire que les combattants du Hamas n'ont pas obéi aux consignes, ceux qui sont sortis de Gaza pour exécuter les basses besognes. Qu'est-ce qu'on sait de certains d'entre eux, Sarah Daoud? Est-ce que ce sont tous de jeunes recrues du Hamas? Est-ce qu'on en sait davantage? Alors, la brigade militaire du Hamas, alors ce qu'on sait, c'est que l'arsenal, et on l'a vu, l'arsenal militaire de la branche militaire est assez important et s'est considérablement développé depuis 2006. Et par ailleurs, les recrues sont effectivement bien entraînés. Alors le Hamas recrute évidemment dans la bande de Gaza, et pour la plupart, oui, il y a énormément de jeunes dans les rangs de la branche militaire du Hamas, et ça s'explique aussi il y a des causes sociales à ça. Ils recrutent forcément des personnes qui sont plus susceptibles de les rejoindre, puisque ce sont des jeunes qui vivent sous blocus depuis près de 17 ans maintenant, qui vraisemblablement n'ont pas sont relativement désespérés quant à l'avenir de la bande de Gaza et leur avenir à eux. Et donc forcément, tout ça fait que ça crée un terreau propice pour le Hamas, pour le recrutement de soldats. D'où le recrutement, d'où aussi les scènes de liesse à Gaza dans les premières heures, les tout premiers jours de l'attaque. En Cisjordanie aussi, on a fêté le carnage au départ dans les rues. Je suis très content, bien sûr. Pourquoi vous êtes content? Parce que tout cela, c'est à cause de cette fichue occupation. Cette fichue occupation. Qu'est-ce qu'ils veulent de nous? C'est quoi leur problème? Pourquoi ils veulent notre terre? Ce sont les mesures prises par Israël qui ont provoqué cela. À cause de cela, ils ont perdu leur calme, ils sont devenus furieux. Vous savez comment ils vivent, les gens à Gaza? Ils souffrent de la faim, de la pauvreté, ils sont déplacés. Des témoignages recueillis dans les rues de Ramallah en Cisjordanie. Antoine Garot, est-ce qu'on voit percer un soulèvement palestinien en Cisjordanie entraîné par l'attaque du Hamas, ou est-ce que cela n'a duré vraiment que quelques heures? Nous, on peut voir une mobilisation de la société palestinienne en Cisjordanie, et notamment de la société civile, qui vient en soutien de Gaza et de la population gazaouie. Je rejoins ce que disait Sarah, c'est que les Cisjordaniens, dans leur grande majorité, soutiennent le Hamas comme organisation de résistance à Israël. Même s'ils ne leur partagent pas leur idée politique, même si les Cisjordaniens pouvaient voter, ne voteraient pas pour le Hamas, ils soutiennent ce mouvement de résistance. Et ça ne veut pas dire, enfin je ne pense pas en tout cas des échos qui me reviennent, qu'ils soutiennent le crime de guerre du 7 octobre. Ce qui est important de comprendre, c'est que les Palestiniens, notamment ceux de la société civile, réintègrent cette séquence, aussi horrible, aussi affreuse soit-elle, comme une séquence de l'histoire israélo-palestinienne. Et ces voix dénoncent, les manifestants aussi, le double discours des pays occidentaux qui ne voient les crimes de guerre que d'un côté et qui ne soulignent pas le caractère asymétrique du conflit israélo-palestinien. Juste, je finis d'une phrase, les grandes organisations de la société civile palestinienne ont fait une déclaration commune le 9 octobre pour appeler 2 jours après, pour appeler la communauté internationale à protéger les Gazaouis contre l'attaque israélienne, pour protéger l'ensemble des Palestiniens contre le crime d'apartheid qu'ils apparentent,
crime contre l'humanité. Et il rappelle surtout dans ce communiqué le caractère asymétrique du conflit. Antoine Garot, est-ce que néanmoins ces mouvements de la société civile qui certes rappellent que eux-mêmes sont victimes depuis longtemps, toute la population de Cisjordanie et de plus en plus ces dernières années de l'avancée inexorable des implantations colonies israéliennes, des maisons palestiniennes démolies et des terres confisquées, est-ce que néanmoins ces mouvements-là, les comités de résistance populaire, ils ont une histoire vraiment en Cisjordanie, est-ce qu'ils ont condamné l'attaque du Hamas en tant que telle, celle du 7 octobre ? Vous savez, les comités de résistance populaire, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. C'est aujourd'hui quelques villages dispersés en zone C, c'est-à-dire dans les zones rurales de Cisjordanie, et ils n'ont plus beaucoup d'impact sur la société palestinienne. Si vous voulez qu'on parle des grandes organisations palestiniennes, les gens avec qui je me suis entretenu condamnent, si vous voulez, cet acte de guerre, mais ce n'est pas leur rôle aujourd'hui. C'est-à-dire que la communauté internationale et Israël font cela très bien. Et eux, ce qu'ils veulent protéger, c'est le peuple gazaoui et l'urgence dans laquelle se trouve ce peuple. Antoine Garot, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en l'absence d'élections en Cisjordanie depuis des années, parce que je rappelle que Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, n'a pas été élu, mais désigné en 2005 comme successeur de Yasser Arafat. Son mandat a d'ailleurs expiré en 2009 et à chaque fois que des élections ont été prévues, il les a reportées. En l'absence d'élections, est-il néanmoins possible de mesurer la popularité du Hamas, cette fois au sein de la population, puisque le Hamas n'a pas du tout en Cisjordanie la même place qu'il a à Gaza? C'est très compliqué à mesurer, néanmoins il y a des indices. Par exemple, il n'y a pas d'élection, comme vous l'avez rappelé, depuis 2006. Néanmoins, le Hamas, ou plutôt un groupe affilié, parce qu'il ne se présentait pas comme avec ce nom de Hamas, aux élections estudiantines de Birzeit en mai 2023. L'université c'est le Hamas. De Birzeit. Oui, de Birzeit, oui. La grande université de Cisjordanie. C'est le Hamas qui a gagné ces élections, devant le Fatah. Il faut rappeler que le Hamas n'a pas de représentation officielle en Palestine. Il y a des élus, des députés élus depuis 2006, mais ils n'ont aucune fonction aujourd'hui, ils n'ont aucun mandat en réalité. Non, le Conseil législatif palestinien, l'Assemblée de Cisjordanie, est une coquille vide, elle ne fonctionne plus. Les dirigeants du Hamas, d'ailleurs, n'ont de cesse de rappeler leur opposition à l'autorité palestinienne. Le dirigeant Bassem Naïm, Hamas Bassem Naïm, par exemple, critique très régulièrement les liens de l'autorité palestinienne avec l'État d'Israël. Je pense que nous avons le droit de considérer l'autorité palestinienne comme une dictature. Nous demandons des élections depuis des années. Si vous êtes un dictateur sur le plan politique, et que vous violez aussi les droits de l'homme les plus élémentaires de votre propre peuple en multipliant les arrestations, c'est vraiment une honte. L'autorité palestinienne se bat contre la présence du Hamas dans la société palestinienne pour des raisons de politique intérieure et à cause de la pression des Israéliens. Il y a des accords signés entre Israël et l'autorité palestinienne, la soi-disant coordination sécuritaire, que nous appelons de notre côté une collaboration sécuritaire. Alors ces accords sécuritaires avec l'État hébreu concernent la zone A, donc 20% de la Cisjordanie, le reste c'est de la responsabilité israélienne, mais en même temps, Sarah Daoud, on n'a pas entendu Mahmoud Abbas condamner clairement l'attaque du Hamas, alors que c'est son rival politique. Comment expliquer cette prise de position de Mahmoud Abbas et surtout, est-ce qu'il a été entendu? Est-ce que ça a intéressé quelqu'un en Cisjordanie de savoir ce que Mahmoud Abbas pensait de l'attaque du 7 octobre? Effectivement, comme l'a rappelé Antoine, l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas en particulier pâtit d'une crise de légitimité qui n'a fait que s'accroître ces dernières années. Donc la parole de Mahmoud Abbas et penser même que l'autorité palestinienne puisse avoir une influence sur le Hamas ou sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, c'est complètement irréaliste. Je voudrais simplement réagir sur, comme l'a rappelé Antoine, effectivement c'est difficile de mesurer la popularité du Hamas en Cisjordanie en l'absence d'élections. Néanmoins, il est probable que le Hamas soit plus populaire en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Le Hamas est en charge depuis 2006, politiquement, économiquement, administrativement de la bande de Gaza, et s'est avéré être un piètre gestionnaire.
En plus de cela, le Hamas n'a pas réussi, à travers les négociations de cessez-le-feu, à lever le blocus israélien. Et par conséquent, la popularité du Hamas dans la bande de Gaza ces dernières années est en déclin. Également. Et donc, c'est important, la population gazaoui, puisque on a tendance à entendre ces derniers temps que la population gazaoui est à majorité soutient le Hamas. C'est pas vrai. Il y a une vraie colère des Gazaouis à l'encontre du Hamas en raison de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza ces dernières années. Population qui a donc pu constater encore le 7 octobre que le Hamas avait pu se procurer 5000 missiles et roquettes. C'est le nombre en tout cas à peu près de missiles et roquettes qui ont été lancés sur Israël. Et le fait même de les lancer coûte à peu près $5,000, je crois, par missile, alors même que 70% des habitants à Gaza dépendent de l'aide alimentaire pour vivre. Entre parenthèses, Sarah Daoud, est-ce qu'on en sait aujourd'hui davantage sur les moyens, sur comment le Hamas a pu se procurer cet arsenal-là ? Alors, comme je le rappelais tout à l'heure, c'est vrai que depuis 2006, l'arsenal militaire du Hamas s'est renforcé. On n'a pas développé. Alors d'abord, grâce effectivement à notamment l'épisode des soulèvements en 2011. Donc, il y a énormément, l'approvisionnement en armes s'est beaucoup fait via l'Égypte. Je rappelle qu'il y avait tout un réseau de tunnels souterrains qui a été largement détruit depuis 2013, mais qui a permis, dans une économie des tunnels et notamment l'approvisionnement en armes de la bande de Gaza. À cette époque-là aussi, la mobilité était largement facilitée donc entre la bande de Gaza et le nord du Sinaï. Par ailleurs, on entend beaucoup parler de l'Iran. En lien avec le Hamas, effectivement, l'Iran est un soutien politique, symbolique, financier aussi du Hamas et a certainement aussi contribué à renforcer justement cet arsenal militaire. Le Qatar, la Turquie aussi sont des contributeurs financiers. Le Qatar qui s'était engagé, je crois que c'était il y a 2 ans, à peu près dans un plan de relance de la bande de Gaza, a versé beaucoup d'argent et notamment aux familles palestiniennes. Il était question de 100 € par famille, ce qui représentait, c'est pas énorme, mais c'était pas mal pour les familles. On ne sait pas dans quelle mesure cet argent a pu être éventuellement détourné. La question de la corruption, elle concerne aussi bien Gaza que la Cisjordanie. Antoine Garot, aujourd'hui les responsables politiques en Cisjordanie, est-ce que dans quelle mesure sont-ils décrédibilisés aussi par la corruption pour les habitants de Cisjordanie qui de plus en plus, semblait dire Sarah Daoud, vous allez nous le confirmer sans doute Antoine Garot, que la popularité du Hamas a gagné du terrain en Cisjordanie? Oui, le problème, c'est que l'autorité palestinienne déjà est décrédibilisée par son incapacité à résoudre la question de l'occupation. Et cette incapacité est liée à la nature même de son projet, c'est-à-dire développer l'économie palestinienne et l'État dans une perspective néolibérale, c'est-à-dire avec une libéralisation de l'économie palestinienne, dans une optique de développement. Et en fait, ça a été une politique, ça a été, critiqué comme une politique de classe qui n'a servi que l'élite palestinienne. Élite économique palestinienne, mais on pourrait dire politico-économique. Et donc, on a beaucoup de critiques qui soulignent la normalisation du conflit israélo-palestinien et qui soulignent les liens économiques entre différents entrepreneurs palestiniens, par exemple, qui sont aussi des politiciens membres ou proches de l'autorité palestinienne et qui ont fait, je vais le dire comme ça, du business avec les Israéliens. Donc on peut voir ici un exemple des liens qui existent entre certains membres de l'autorité palestinienne et de cette élite économique avec par exemple des entrepreneurs israéliens et qui est fortement critiqué par la population palestinienne. Une corruption dénoncée par exemple en son temps par Nizar Banat, un opposant qui a été tué en juin 2021. Ça avait provoqué de grandes manifestations en Cisjordanie. Il enquêtait notamment sur le détournement d'une partie des millions de dollars d'aide internationale versés à l'autorité palestinienne pour subvenir aux besoins de la population et qui ne parvenait pas à la population. Sarah Daoud, pour Gaza, est-ce qu'on en sait davantage sur ce détournement de l'argent destiné à la population civile gazaoui par le Hamas ?
Alors effectivement, vous rappeliez le rôle des principaux bailleurs de fonds, notamment le Qatar, qui depuis 2014, en 2014, il y a un fonds d'investissement dédié à la reconstruction de la bande de Gaza. Je rappelle qu'en 2014, il y a eu une guerre importante et destructrice sur la bande de Gaza. Et suite à cela, donc, il y a ce fonds d'investissement qui a été monté. Et le principal bailleur de fonds, c'est le Qatar. Alors effectivement, il y a des millions qui transitent avec l'accord d'Israël, puisqu'il transite via Israël, via un ambassadeur qatari qui lui-même se charge d'acheminer les fonds directement dans la bande de Gaza. En liquide. Et effectivement, on peut supposer qu'il y a une partie mais bon, il n'y a pas d'informations concrètes là-dessus, ni de sommes précises, mais on peut supposer qu'il y a aussi une partie de ces fonds qui sont censés être allés à la reconstruction et d'une façon générale à lever un peu le blocus en mettant fin aux pénuries d'électricité, etc., qui vont plutôt dans la poche des cadres et de la branche armée du Hamas. Sarah Daoud, ces dernières années, on s'était quand même persuadé que le Hamas était devenu fréquentable, qu'il était entré dans une stratégie de négociation avec Israël et que c'était le djihad islamique désormais qu'il fallait accuser à chaque fois que des roquettes tombaient sur Israël. Qu'est-ce qui nous a fait penser qu'il avait abandonné la lutte armée ? Bien, effectivement, depuis au moins 2006, et donc le Hamas est quand même a été fondé en réaction et en tout cas a pris position ensuite contre le Fatah et l'autorité palestinienne qui l'accusent de collaborer, si vous voulez, avec Israël en prenant part notamment au processus d'Oslo. Et donc le Hamas s'est forgé en se présentant comme le chef de file de la résistance armée. C'est vrai qu'en acceptant de participer, de prendre part aux élections législatives en 2006, le Hamas prenait part en quelque sorte finalement aussi au processus d'Oslo. Et puis d'une façon générale, ça tient au cadre politique du Hamas à l'époque. Donc Khaled Meshal, par exemple, a joué un rôle important dans cette tentative de normaliser ou de réhabiliter le Hamas auprès d'un certain nombre de chancelleries, d'essayer de nouer des relations diplomatiques avec un certain nombre d'États. Et donc entre 2006 et 2017, et en 2017 également, le Hamas publie un nouveau document politique qui euphémise largement la lutte, la résistance, la lutte armée, je veux dire, qui fait davantage référence aux résolutions onisiennes, à la légalité internationale, et qui est donc beaucoup plus lisse, et qui prend aussi distance avec les frères musulmans. Donc il y a eu effectivement via les derniers cadres politiques du Hamas cette tentative là effectivement de se sortir de cette position de quitter, enfin d'enlever ce label de voyou qui était accolé au Hamas. Et est-ce qu'on peut imaginer que les nouveaux cadres du Hamas, et je pense en particulier à Yahya Sinwar, qui est aujourd'hui le chef du Hamas dans l'enclave de Gaza, on disait de lui qu'il était assez affaibli en interne, qu'il avait des concurrents beaucoup plus radicaux que lui, au moins dans les discours, sur le fait qu'il fallait mener une guerre totale avec Israël. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une sorte de pression politique en interne, des considérations purement de politique politicienne qui l'ont fait, qui l'ont conduit à mener cette opération-là du 7 octobre? Alors, en tout cas, on peut on ne sait pas si véritablement, bien sûr, les cadres politiques du Hamas, je reviens du coup à la question que vous me posiez, à laquelle j'ai pas complètement répondu. On peut effectivement douter du contrôle ou de la branche politique du Hamas sur la branche armée. Donc, dans quelle mesure est-ce que les cadres politiques consentaient complètement à cette attaque? La question reste ouverte. Et par ailleurs, Yahya Sinwar, quand même s'il avait été présenté en 2017 lorsqu'il a été nommé à la direction du mouvement comme comme appartenant à la frange radicale et dure du Hamas, il s'est avéré être quand même un interlocuteur assez fiable et a largement coopéré dans les négociations de cessez-le-feu indirect avec Israël. Donc c'est pas évident de savoir qui a pris est-ce qu'il y a du dissensus au sein du Hamas par ailleurs, parce que le Hamas, contrairement au Fatah, est assez habile pour toujours afficher un front uni.
Alors, je sais, Antoine Garot, que vous êtes spécialiste plutôt de la société civile en Cisjordanie, davantage que les groupes armés. Néanmoins, vous nous disiez tout à l'heure que cette résistance de la société civile, les comités de résistance populaire, aujourd'hui ne pesaient plus grand-chose en Cisjordanie. Alors, comment, dans les territoires de Cisjordanie où l'autorité palestinienne a quelque peu perdu le contrôle, que ce soit Naplouse, Jénine, comment le Hamas est parvenu à se faire une place? De quel vide a-t-il profité? Mais si on parle des groupes de résistance armée en Cisjordanie, on note que dernièrement, ceux qui ont pris les armes ne sont pas liés au Hamas. Ce sont des groupes, par exemple dans le camp de réfugiés de Jénine ou à Balata, à Naplouse, des groupes de jeunes adultes, voire d'adolescents, qui ne sont pas affiliés à un groupe et qui ont décidé de prendre les armes du fait de l'incapacité de l'autorité palestinienne, par sa stratégie de construction étatique et de diplomatie à l'ONU, par exemple, à faire avancer le mouvement national palestinien. Parmi ces combattants adolescents qui seuls ont agi sans affiliation, ces activistes, il y a Ibrahim al-Naboulsi qui en 2022 a été tué par l'armée israélienne à Naplouse. Son père, à ce jeune homme, on l'appelait le lion de Naplouse, et son père travaillait pour les forces armées palestiniennes. Avant de mourir, il avait enregistré un message audio « Protégez notre patrie, ne lâchez pas vos armes », disait-il à ses frères de Cisjordanie. Est-ce que Sarah Daoud, l'attaque du 7 octobre, peut détourner les jeunes, alors à la fois attirer les jeunes qui agissaient jusqu'à présent sans affiliation, mais aussi détourner ceux qui avaient rejoint des organisations type la Tanière des Loups, par exemple, à Naplouse, une mouvance de jeunes combattants, ou ceux des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah, qui est censée avoir rendu les armes en 2007, et les attirer vers lui. Est-ce que le Hamas a lancé une sorte d'OPA sur ces mouvements-là avec son attaque du 7 octobre ? Alors, à chaque attaque, le Hamas essaye effectivement de mobiliser largement les territoires palestiniens, mais également Jérusalem, les Palestiniens en Jérusalem et les Palestiniens en Israël. Et pour ce faire, il utilise des référents qui appellent à l'imaginaire collectif, comme par exemple là, cette attaque est appelée le déluge d'Al-Aqsa. En 2021, c'était l'épée d'Al-Quds. Donc il mobilise les Palestiniens autour de ces référents communs. Et effectivement, alors peut-être que au-delà d'une adhésion, encore une fois, partisane au Hamas, ce qu'il essaye de susciter, c'est une résistance armée, et véritablement la crainte ou la menace vient de l'intérieur, bien plus. On a beaucoup entendu parler de ce risque d'embrasement régional, etc., qui est tout à fait possible, mais l'embrasement en premier lieu qu'on peut envisager, c'est à l'intérieur des territoires palestiniens. Mais là encore, la mobilisation est difficile, et je pense qu'Antoine peut en parler aussi bien mieux que moi, mais il y a quand même une répression aussi assez forte au nom de la coordination sécuritaire avec Israël de la part de l'autorité palestinienne dans les territoires. Antoine Garot ? Oui, c'est le cas. Le grand problème, et on en a déjà parlé, c'est que le rôle de l'autorité palestinienne, du fait du processus d'Oslo, c'est d'être garant de la sécurité des grandes villes palestiniennes. Et une coopération sécuritaire a été mise en place, qui est qualifiée de collaboration, comme vous le rappelez, par beaucoup de Palestiniens. La paix est accusée d'être un sous-traitant d'Israël. C'est un terme fort. L'autoritarisme de l'autorité palestinienne, depuis de nombreuses années maintenant, a augmenté. L'autorité palestinienne réprime les dissidents palestiniens en augmentant le nombre d'arrestations et d'actes de torture. Dernier élément, les grandes manifestations organisées par les mouvements de jeunesse, par exemple en 2021. Il faut rappeler l'importance de cette séquence de 2021 où une lutte commune des Palestiniens d'Israël, de Cisjordanie et de Gaza va se mettre en place contre l'occupation israélienne. En Cisjordanie, ces grandes manifestations qui appellent à la lutte contre Israël, appellent peut-être à une troisième intifada et à la fin du système d'Oslo, vont être, et donc à la fin de l'ANP, de l'autorité nationale palestinienne, vont être très très durement réprimées. De toute façon, la liberté d'expression est très fortement mise à mal
à la fois en Cisjordanie par l'autorité palestinienne, mais aussi à Gaza par le Hamas. En Cisjordanie en particulier, Antoine Garot, est-ce qu'il y a une voie, une alternative au Fatah qui ne soit pas le Hamas? Quelle est aujourd'hui l'issue pour ces ces anciens comités de résistance populaire, pour ces groupes d'artistes, d'éducation populaire, de féministes qui jusqu'à présent portaient aussi un discours et un combat contre l'occupation israélienne et les colonies, et qui ne soit pas le Hamas? Alors, si je peux me permettre, déjà, il y a une alternative au Fatah en Cisjordanie, c'est le Fatah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'autorité nationale palestinienne avec le groupe et le Fatah. C'est le Fatah. C'est le parti, oui. Vous avez Marwan Barghouti, qui est membre du Fatah, qui est en prison depuis la seconde intifada et qui propose un autre projet politique. Et donc, il y a d'autres personnes au sein du Fatah qui sont opposées à l'autorité palestinienne. Maintenant, oui, il y a des alternatives. Le problème, c'est qu'elles ont été tout le temps attaquées, détruites par Israël. Les grandes ONG comme de défense des droits de l'homme, comme Al-Haq ou Adamir, qui s'intéressent aux droits de l'homme et aux droits des prisonniers palestiniens, ont été accusées de terrorisme par le ministre de la Défense, Benny Gantz. Le mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions, qui appelle au boycottage international des produits israéliens et au désinvestissement dans l'économie israélienne, a été traité de terroriste par Israël. On voit donc que toute perspective, toute possibilité de résistance non violente qui passe par le droit est tout de suite arrêtée et perçue comme une menace existentielle pour l'État israélien. Et aujourd'hui sont mises à mal. Sarah Daoud, peut-être un mot avant de partir au Liban, dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban, un mot sur aussi les ONG à Gaza qui aujourd'hui essayent d'agir comme elles le peuvent dans un territoire menacé, à la fois bombardé et menacé d'une incursion terrestre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles pèsent, ces ONG encore dans la bande de Gaza ? Alors les ONG et les humanitaires sont quelque peu démunis là actuellement dans le contexte de cette offensive, mais pour revenir à la société civile aussi palestinienne, mais dans la bande de Gaza et aux alternatives, c'est surtout des jeunes activistes qui ont essayé tant bien que mal de se mobiliser ces dernières années avec des revendications sociales et économiques et qui ont contribué à faire pression sur le Hamas, notamment dans les négociations de cessez-le-feu. Et donc on a assisté à des mouvements de jeunes Gazaouis via les réseaux sociaux surtout, puisque effectivement il y a une répression quand même assez forte aussi dans la bande de Gaza, des mouvements demandant, encore avec des revendications humanitaires, comme nous voulons de l'électricité, Bedna Kahraba, ou encore dernièrement c'était le mouvement Bedna Naïch. Donc c'est des mouvements qui sont réprimés, fortement réprimés, et par ailleurs il y a un phénomène endémique auquel on assiste dans la bande de Gaza, c'est la fuite de milliers de Palestiniens de Gaza vers l'étranger ces dernières années, surtout depuis la réouverture de Rafah en 2017. Juste à titre d'exemple, en 2018, il y a quand même 35 000 Palestiniens, pour la plupart des jeunes, qui auraient quitté la bande de Gaza via l'Égypte pour se rendre en Turquie, en Europe, etc. Donc, et le Hamas ne met pas trop de zèle à empêcher ces départs, bien sûr. Et donc des départs pour l'étranger le plus loin possible pour certains, et pas nécessairement dans les camps de réfugiés palestiniens qui sont au Liban et où nous serons juste après cette musique. الصبح كمان كان غريب حتى أنا شو حلمت كيف بيجيك أيام ما عرفنيش وما عرفكيش بفضل أطلع الباب إجر ورا وإجر قدام بهف بروحك هواي أنا عليل بس قلبك على مقلوب شو مالي شوي بخيل من كتر النور يحل ظلام كحيل من كتر النور حرق ظلال من الجمال
Youssor Ahmed, une chanteuse née en Tunisie de parents palestiniens originaires de Gaza et de Toul-Karem en Cisjordanie. Elle est arrivée à Gaza quand elle avait 4 ans avec sa famille qui s'y est installée à Gaza. Cette chanson date de l'année dernière. Chez les Palestiniens partout dans le monde aujourd'hui, ce rapport au temps long de la nostalgie, la blessure identitaire de la Nakba, la perte en 1948 de la patrie racine, on l'entend aussi beaucoup dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban qui ont eux aussi suivi de près l'attaque du Hamas le 7 octobre. France Culture, Culture Monde, Julie Gacon. Même si je ne suis pas née en Palestine, la Palestine vit en moi et je veux y retourner. Le Liban nous a accueillis, bien sûr, c'est notre deuxième pays, mais ici, on vit dans le malheur et la pauvreté. On n'a pratiquement pas d'eau ni d'électricité. On est entassés les uns sur les autres. Nos conditions de vie sont inhumaines. Tout le monde a des maladies. Pourquoi est-on obligé de vivre comme ça alors que nous avons une terre, la Palestine? S'ils ouvrent la frontière, tous les réfugiés vont courir vers notre patrie, moi la première. Et depuis avant-hier, cet espoir renaît. 2 jours après l'incursion du Hamas en Israël, cette réfugiée palestinienne de 45 ans, interrogée par le correspondant de Radio France à Beyrouth, Noé Pignède, se voyait déjà s'installer en Palestine, où elle n'a jamais vécu, tout comme la plupart des réfugiés palestiniens au Liban. Dans les camps de Sabra, Shatila et autres, partout sont levés depuis 10 jours des drapeaux du Hamas. Bonjour Daniel Meyer. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politiste, enseignant à Sciences Po Grenoble et chargé de cours à l'Université de Genève. Vous avez publié l'année dernière aux éditions du Cavalier Bleu Le Liban, du mythe phénicien au péril contemporain. Alors d'abord, de quelle manière le Hamas est-il présent dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban aujourd'hui? Qui sont ces hommes, par exemple, qu'on a vu distribuer des bonbons juste après l'attaque du Hamas du 7 octobre? Alors effectivement, ce sont des acteurs qui sont apparus relativement récemment, c'est-à-dire depuis à peu près 2019, parce qu'antérieurement, en fait, le Hamas était relativement peu présent. Dans les camps, c'était plutôt le Fatah qui dominait. Et là, c'est une nouvelle redistribution des cartes que l'on observe au sein des camps. Et probablement, en fait, les affrontements de l'été dernier ont révélé, en quelque sorte, ont levé le voile sur une relation nouvelle, une domination nouvelle, une hégémonie, en quelque sorte, nouvelle du Hamas dans les camps. Avec une rivalité aussi dans les camps entre Hamas et Fatah, aussi exacerbée qu'elle ne l'est entre Gaza et la Cisjordanie, ou pas ? Alors apparemment, pour l'instant, pas vraiment, sauf que ce qui s'est passé à Ain el-Helwé, justement cet été, tend à montrer que le Hamas n'hésite pas à utiliser les groupes armés islamistes. Il y a eu des affrontements dans ce camp, le plus grand camp du pays, plus au nord. Oui, au sud, à Saïda. Au sud du pays, pardon, excusez-moi. Voilà. Et effectivement, en fait, c'est l'utilisation de ces groupes islamistes qui sont dans le camp par le Hamas, qui a permis au Hamas, en quelque sorte, de se positionner en médiateur et de pousser, en fait, le Fatah à reculer, au terme d'affrontements qui ont quand même été tout à fait inédits pour les camps palestiniens au Liban. Donc, c'est, je dirais, une nouvelle donne où on voit bien que l'Iran est en train d'avancer ses pions. Pour se représenter ce camp d'Ain el-Helwé où il y a eu des affrontements cet été entre factions, en fait, c'est un camp qui est quasiment divisé en zones tenues par des groupes palestiniens de différentes obédiences, de différentes affiliations. Oui, effectivement, il y a une espèce de morcellement territorial qui renvoie en réalité au départ à, je dirais, l'origine en fait des réfugiés de différents villages de la Galilée et qui se sont installés ici à partir de la fin des années 40, au début des années 50, quand le camp a été édifié, et qui effectivement ont forgé en fait une sorte de petite identité locale en essayant de retrouver une communauté de relations et qui ensuite ont été ces dernières années phagocytés par un certain nombre de groupes politiques et notamment des groupes islamistes qui depuis le début des années 2000 ont commencé à mettre en coupe réglée un certain nombre de quartiers, le Fatah essayant lui de contrôler la situation et puis le Hamas dernièrement arrivant en quelque sorte pour servir de médiateur en quelque sorte et puis finalement apporter une nouvelle lueur, un nouveau discours
peut-être un nouvel horizon. En cas de riposte israélienne, Daniel Meyer, jusqu'au Liban, si le Hezbollah en soutien au Hamas venait à s'impliquer davantage, qu'est-ce qu'on peut dire de la vulnérabilité de ces camps? Certains sont au sud du pays, donc proche de la frontière avec Israël, c'est le cas donc d'Ain el-Helwé, mais il y en a d'autres qui sont plus au nord. Aujourd'hui, comment on se prépare éventuellement à ça? En fait, la mobilisation aujourd'hui, elle est surtout, je dirais, elle est surtout un discours. Elle est un discours et puis finalement, en fait, elle s'organise en vue, lorsqu'elle s'organise au sein des groupes militants, donc je pense au djihad islamique, mais aussi au Front populaire de libération de la Palestine, commandement général, ou évidemment au Hamas. Elle s'organise avec le Hezbollah en vue de mener des opérations à la frontière. C'est-à-dire que ça ne se pense pas en quelque sorte comme étant une sorte de défense des camps, mais comme étant plutôt une stratégie offensive à partir de la frontière. À la frontière, d'ailleurs, un Palestinien a été tué cette nuit après avoir tenté d'entrer en Israël. Il se réclamait du Hamas. Le Hezbollah, Daniel Meyer, semble se donner encore un peu de temps pour définir sa propre stratégie. On ne sait pas dans quelle mesure il est lui-même soumis à des pressions extérieures et pas seulement de son parrain iranien. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en attendant, le Hezbollah tâche d'encadrer, entre guillemets, la réaction des Palestiniens du Liban pour éviter que ça s'embrase aussi au Liban? Alors, sans aucun doute, vous avez tout à fait raison de le souligner. Un dérapage est si vite arrivé. Le Hezbollah utilise des missiles à tête guidée, tandis que les Katyusha utilisés par les groupes palestiniens sont beaucoup plus aléatoires dans leur trajectoire et peuvent, de ce fait-là, causer des dégâts imprévus et enclencher en quelque sorte une dynamique incontrôlée. Et c'est dans cette perspective qu'effectivement le Hezbollah doit certainement, ces temps-ci, exercer davantage de contrôle sur ce qui se passe en fait à la frontière. Et donc, ce qui s'y passe ne s'y passe pas sans que le Hezbollah ait en quelque sorte une vue sur... c'est-à-dire, il y a une gradation et on doit s'attendre à une espèce de gradation de la tension à la frontière en fonction de ce qui va se passer dans les jours prochains, notamment si l'armée israélienne entre à Gaza. Alors, tous les Palestiniens du Liban expriment-ils, Daniel Meyer, un même désir de s'installer un jour en Palestine, où beaucoup ont fini par l'oublier, la Palestine, à force de vivre dans ces camps, dans les conditions qu'on sait, et souvent depuis leur naissance? En fait, je crois que personne n'oublie la Palestine. C'est probablement inoubliable. Il y a un discours qui est en fait un discours de demande de reconnaissance, plus qu'un discours de volonté réelle de retour, même si ce discours sur le retour existe très largement. La réalité des faits est un petit peu plus complexe, évidemment. Il y a quelques Palestiniens qui sont devenus doubles nationaux, avec des pays européens, etc. Depuis 1948, on imagine bien que la carte s'est largement redéployée. Il y a beaucoup de Palestiniens qui sont partis du Liban également, donc il n'y a plus les fameux 500 000 réfugiés palestiniens que les phalangistes, je dirais, déclaraient au début de la guerre civile comme étant la menace existentielle du Liban. Aujourd'hui, on a des chiffres qui sont de l'ordre de 180 000 réfugiés palestiniens. Donc c'est tout à fait une donne différente et la demande des Palestiniens aujourd'hui, c'est une demande de reconnaissance, c'est-à-dire un droit au retour qui soit aussi un droit national en quelque sorte et une reconnaissance par Israël de leurs droits. Et tous les réfugiés palestiniens au Liban ne vivent pas dans des camps. 55% je crois aujourd'hui vivent en dehors des camps. Oui, effectivement, on les oublie, on réduit souvent la question palestinienne au camp et c'est un peu dommage parce qu'en réalité, il y a toute une vie sociale, je dirais, d'interaction sociale qui s'est créée avec les Libanais, une réalité qui évidemment est largement ignorée par l'ensemble des partis politiques et quand j'ai mené ma recherche sur l'intégration des réfugiés palestiniens il y a quelques années, ça a été quelque chose vraiment d'inattendu et les réactions étaient tout à fait surprises au niveau ministériel sur l'existence, disons, d'une telle interpénétration entre les deux sociétés. Pour conclure, Daniel Meyer, comment ont été perçues après l'attaque du 7 octobre, les manifestations de joie au Liban par les Libanais, cette fois un pays qui subit de multiples crises aujourd'hui, pas seulement économiques, politiques, et avec un discours anti-réfugiés aussi qui s'est développé ces dernières années. Comment a été commenté ce qui s'est passé au Liban, dans les camps ?
Alors en fait, effectivement, il y a eu deux types de réactions, on pourrait dire, qui sont à la mesure, je dirais, des deux grandes orientations politiques et des divisions qui structurent l'espace politique libanais. D'un côté, évidemment, ceux qui, au diapason du Hezbollah et d'autres groupes pro-palestiniens, gauche ou autres, qui évidemment soutiennent et ont manifesté, comme les communistes libanais, leur soutien à la cause palestinienne. Cela dit, dans le contexte actuel, effectivement, ils sont pas si nombreux et on a davantage entendu des voix qui dénonçaient en quelque sorte ce risque qui est perçu comme étant un risque pour le Liban d'être entraîné en fait dans la guerre à cause des Palestiniens. Donc de nous, on retrouve une vieille petite musique de l'après-guerre. Finalement, les malheurs du Liban, c'est la faute aux Palestiniens. Merci beaucoup Daniel Meyer d'avoir été avec nous pour en parler. Politiste, enseignant à Sciences Po Grenoble, chargé de cours à l'Université de Genève. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru aux éditions Le Cavalier Bleu, Le Liban du mythe phénicien au péril contemporain. Sarah Daoud, vous êtes encore avec nous. Je rebondis sur ce que Daniel Meyer nous disait au sujet de cette Palestine qu'on n'oublie jamais, qui est toujours présente dans les têtes, même chez ces réfugiés palestiniens au Liban, qui pour certains n'ont jamais mis les pieds en Palestine. Ce temps long de la nostalgie, cette blessure identitaire de la Nakba, dans quelle mesure aujourd'hui le Hamas la mobilise des références culturelles du mouvement national palestinien à l'origine? Alors effectivement, mobiliser la Nakba, notamment dans les camps de réfugiés, ça permet au Hamas de mobiliser largement autour de l'offensive, mais aussi autour du mouvement lui-même. Cette question de la Nakba, effectivement, elle est très présente ces derniers jours dans les têtes des Palestiniens dans la bande de Gaza en particulier, puisque la perspective de, même si je ne risquerai pas à faire des pronostics maintenant, mais effectivement la perspective de la fixation d'un camp de réfugiés, on parle du nord du Sinaï là aujourd'hui, pour les Palestiniens de la bande de Gaza est perçu comme un vrai risque et une crainte pour les Palestiniens. Je rappelle que dans la bande de Gaza déjà, la bande de Gaza est aussi composée en majorité de réfugiés déjà. Donc les Palestiniens dans la bande de Gaza ont déjà connu la Nakba, donc ça signifierait un deuxième épisode de Nakba. Merci. Et je pense que c'est effectivement la crainte que beaucoup ont aujourd'hui. Merci beaucoup Sarah Daoud, docteur en sciences politiques affiliée au CERI, d'avoir été avec nous, ainsi qu'Antoine Garot, docteur en sciences politiques et membre associé du laboratoire LIFA à Créteil, le laboratoire interdisciplinaire d'études du politique Hannah Arendt. Je remercie beaucoup les équipes techniques de France Bleu Touraine et France Bleu Héros de vous avoir accueillis. Merci beaucoup Mathis Ollier et merci beaucoup Patrick Gauquelin. Tout de suite, c'est la revue de presse internationale. France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu. Et à la une, Catherine, la visite de Joe Biden demain en Israël, alors que les efforts diplomatiques menés par les États-Unis ne parviennent pas pour l'instant à améliorer le sort des Palestiniens à Gaza. Et cela fait la une du Guardian et du Financial Times, alors que la bande de Gaza a passé sa 5e nuit dans le noir, privée d'électricité par Israël, sans carburant ni eau non plus, dans le cadre d'un siège total, rappelle le Financial Times, une catastrophe humanitaire avec 2 millions de Palestiniens piégés sous les bombes d'Israël, poursuit le Guardian, en riposte à l'attaque meurtrière du Hamas du 7 octobre dernier. C'est donc chaussée de lunettes à double foyer, si l'on peut dire, que Joe Biden arrivera au Proche-Orient, et c'est ce que souligne d'ailleurs un dessin du Financial Times dans le reflet des lunettes de Joe Biden, les fameuses Ray-Ban Aviator, le drapeau israélien dans le verre droit, le drapeau palestinien dans le verre gauche. Soutenir Israël et protéger les Palestiniens ne sont pas des politiques contradictoires, affirme le Financial Times. Tandis que le journal israélien Haaretz insiste, lui, sur le caractère inédit de cette visite d'un président américain demain en Israël, sans précédent dans une zone de guerre active. C'est un nouveau signe de solidarité avec Israël qui a aussi pour objectif de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine. Et c'est ce qu'ont dénoncé également hier des juifs américains de gauche, bloquant des entrées de la Maison Blanche, comme le raconte le Guardian à Londres et la chaîne américaine ABC News.
Nous sommes en deuil pour nos proches tués en Israël, mais nous pensons aussi au peuple palestinien, explique cette femme interrogée par ABC News, et nous ne voulons pas que notre peine, que notre deuil se transforme en arme contre les Palestiniens de Gaza. Pendant ce temps, ils étaient des centaines de Palestiniens hier à se masser dans le sud de l'enclave devant le point de passage de Rafah à la frontière égyptienne où un camp de fortune a été improvisé depuis plusieurs jours, raconte le quotidien libanais L'Orient le Jour. La plupart détiennent un passeport étranger, allemand, néerlandais, américain, mais personne n'a pu s'échapper de Gaza. Au lieu de cela, une nouvelle pluie d'obus s'est abattue sur eux. Pour la 4e fois en moins de 10 jours, l'armée israélienne a pilonné Rafah et l'Égypte du président Abdel Fattah al-Sisi se trouve face à un dilemme, rappelle L'Orient le Jour, coincé entre l'élan de solidarité vis-à-vis des Palestiniens et son propre agenda politique à 2 mois de la présidentielle. Un diplomate sous couvert d'anonymat résume la situation pour le Financial Times. L'Égypte ne veut pas de réfugiés palestiniens pour une durée indéterminée, et même si une opération terrestre d'Israël se prépare. On en parlera demain plus longuement dans Culture Monde. La suite de votre revue de presse internationale, Catherine Dutu, l'homme soupçonné d'avoir tué 2 Suédois hier soir à Bruxelles, a été tué ce matin par la police. Sa traque a été suivie en direct toute la nuit par les médias belges, choqués de voir Bruxelles, capitale de l'Europe, redevenir capitale de la peur en une soirée, comme l'écrit une éditorialiste du journal Le Soir. On avait voulu oublier ce danger qui peut surgir et assassiner des innocents, mais nous y revoilà, retour à la case angoisse, déplore le quotidien belge. 2 Suédois ont été tués hier soir par une arme de guerre en plein cœur de Bruxelles, en marge d'un match de foot Belgique-Suède, sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la VRT, le groupe audiovisuel public néerlandophone de Belgique. On voit un homme habillé d'une parka orange fluo, filmé par des habitants d'un immeuble, tirant une première fois en pleine rue, avant de partir en scooter et de poursuivre à pied plusieurs personnes à l'intérieur d'un bâtiment. Il ouvre le feu à l'aide de ce qui ressemble à une Kalachnikov, estime le journal L'Écho. La traque, ensuite lancée par toutes les forces de police belges, les Bruxellois instamment priés par le Premier ministre Alexander De Croo de ne pas sortir de chez eux, poursuit le journal Le Soir. Un match de foot arrêté, 35 000 supporters confinés jusqu'à minuit. Les supporters suédois finalement évacués et placés dans un endroit sécurisé. Et puis ces mots qui tombent, attentat terroriste, et puis ces autres, niveau 4, alerte terroriste maximale pour la région de Bruxelles. Des mots qui retombent, devrait-on écrire, réveillant les peurs, les plaies, les traumatismes. L'éditorialiste du quotidien Le Soir se souvient ainsi du 22 mars 2016 à Malbec et à l'aéroport de Zaventem. Des bombes avaient explosé, une chasse à l'homme avait aussi été déclenchée, les rues vidées et des morts. Tant de morts. Aujourd'hui, dans la capitale belge, la présence policière a de nouveau été renforcée dans les rues, protection supplémentaire dans certains endroits sensibles, notamment ceux fréquentés par la communauté suédoise qui vit en Belgique. Les supporters suédois sont devenus le symbole du pays à punir. C'est ce qu'estime Johan Esk, un journaliste sportif au quotidien suédois Dagens Nyheter, et ce que confirme aussi un autre journal suédois, Svenska Dagbladet. Des menaces spécifiques ont été proférées contre la Suède après des manifestations cet été où le Coran avait été brûlé. Campagne de désinformation par ailleurs menée l'an dernier à propos d'une loi sur les services sociaux. L'État suédois avait été accusé de retirer des enfants à des familles musulmanes. Totalement faux, rappelle la Süddeutsche Zeitung en Allemagne. Mais ce sont bien des Suédois que le terroriste présumé de Bruxelles recherchait. Le suspect, un homme de 45 ans, d'origine tunisienne, indique la RTBF et le journal flamand Der Standaard. Il serait en situation irrégulière en Belgique et aurait déjà été confronté à la justice en Tunisie pour des faits de délinquance et de radicalisation. Merci beaucoup Catherine Dutu.